Bonjour à tous, ici Jean-Philippe Lebleu du Comité pour la République du Canada. Voici la présentation pour la semaine du 9 mai 2016. Bonjour à tous, nos amis en Haïti, au Canada, en France, dans les autres pays francophones. Donc aujourd'hui, nous allons faire un retour sur la présentation donnée par le Comité d'action politique de Lyndon LaRouche, une présentation donnée le 6 mai 2016, donc vendredi dernier, menée par M. Matthew Ogden, du mouvement politique de LaRouche et de Jeffrey Steinberg, qui est un des éditeurs principaux du magazine Executive Intelligence Review, lui aussi un membre de l'équipe du mouvement LaRouche aux États-Unis. Donc, ce qui a précédé le webcast, certains de nos membres aux États-Unis ont eu des discussions avec M. LaRouche et son épouse, Mme Elga LaRouche, qui continue de faire plusieurs voyages à travers le monde pour faire la promotion de la nouvelle route de la soie, donc de la politique de développement économique promue par le mouvement LaRouche depuis déjà plusieurs décennies. Récemment, M. LaRouche, à cause de la situation, et aussi évidemment, un des sujets très importants qu'il faut amener, c'est le danger de guerre mondiale qui aujourd'hui frappe à nos portes. Aujourd'hui, la présentation est donnée le 8 mai, donc aujourd'hui, dimanche, à Montréal, on a eu en fait une manifestation organisée par la communauté arménienne qui soulignait évidemment le génocide arménien. Il y a eu plusieurs invités. On a environ peut-être 500 personnes qui sont venues à ce défilé-là. Et le mouvement LaRouche à Montréal était présent. Et donc évidemment, il s'agissait de souligner un génocide horrible et en fait souligner tous les génocides et toutes les guerres qui ont eu lieu dans le passé de l'humanité et de tenter de donner un message d'espoir pour le futur. Parce qu'évidemment, on ne peut pas retourner en arrière et tout résoudre, mais on peut en fait créer un avenir meilleur pour les prochaines générations. Donc, M. LaRouche avait cependant des mots très crus concernant la situation mondiale actuelle. Il a dit, je cite, il dit, nous ne sommes pas au bord de la Troisième Guerre mondiale, nous sommes en plein milieu. La guerre est déjà ici, et si nous ne l'arrêtons pas, la civilisation risque de disparaître. Civilization will no longer exist en anglais, pour citer les mots exacts. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Bien évidemment, ceux qui connaissent un peu le mouvement LaRouche savent très bien que en fait, on fait une campagne maintenant depuis déjà plusieurs décennies, non pas simplement pour arrêter une guerre ou arrêter une crise économique, mais en fait pour empêcher un âge des ténèbres, donc un âge sombre comme l'a connu l'Europe l'Europe du 15e siècle, où on a eu la peste noire, on a eu une crise économique sans précédent qui a tué en fait le tiers de la population de l'Europe. Ce dont M. LaRouche parle et son épouse, Mme Zip LaRouche, parle de ce danger, en fait, que la civilisation même disparaisse. Donc, où on retourne à l'âge de pierre, où les grands avancements, les grandes avancées de la Renaissance italienne, de la Renaissance islamique, la Renaissance grecque, que ces avancées-là disparaissent. Et en fait, ce qui disparaît le plus rapidement, ce ne sont pas les infrastructures, les ponts, les autoroutes, ce ne sont pas les services sociaux, mais c'est en fait notre conception de l'humanité qui disparaît de petit à petit. Et à un certain point, comme on le voit beaucoup aujourd'hui, l'être humain n'est simplement considéré que comme un animal. Donc un animal qui vit dans la loi de la jungle et où les plus gros l'emportent et on considère cela comme une loi. Donc aujourd'hui, dans la population, bien des gens veulent par exemple arrêter la guerre, veulent relancer l'économie et faire de belles choses, mais on a un pessimisme dans la culture qui en fait bloque les gens, les empêche d'agir et en fait les gens se découragent avant même d'avoir essayé quoi que ce soit. Et c'est pour ça que Mme Zip LaRouche, depuis très longtemps, elle pose la question à savoir, ben, les gens à l'époque, les gens avant la guerre en Irak, donc vers la période de 2002 environ,
Les gens allaient dans la rue pour dénoncer la guerre en Irak et le danger que cela représentait, l'espèce de changement politique, le changement drastique de la politique américaine où, après le 11 septembre, on s'est lancé dans des guerres sempiternelles, vraiment des guerres impériales. Et Mme Zepp-Larouche pose la question, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui les gens ne sortent pas dans la rue alors qu'on a un danger de guerre nucléaire? Et c'est pour ça qu'il faut parler de la culture. En fait, qu'est-ce que les gens ont entre les deux oreilles qui les empêche d'agir? Donc, il ne s'agit pas ici simplement de blocage si vous êtes au Canada ou si vous êtes aux États-Unis. Vous n'allez pas trouver des soldats dans la rue qui vont vous empêcher d'être politique, vont vous empêcher de parler des choses importantes. Cependant, vous avez des gens qui vivent le moment présent, des gens qui vivent pour se distraire, des gens qui, en fait, ne veulent pas penser à l'avenir ou ne veulent pas penser à la réalité actuelle parce qu'elle est difficile à concevoir, elle est difficile à affronter. Donc, on a toute une culture du moment présent. Et en fait, ça peut sembler très romantique et une très belle idée de vivre le moment présent. Cependant, dans la réalité, ça peut mener à la destruction d'une civilisation tout entière. Si on oublie l'idée de façonner l'avenir et en fait de s'y préparer. D'où la raison, d'où la nécessité pour une société de toujours développer des nouvelles technologies, des nouvelles machines, des nouvelles idées, et appliquer ces idées-là pour améliorer la situation et permettre en fait aux générations du futur d'avoir une situation encore meilleure que celle qu'on a aujourd'hui. Donc une citation dure de M. Larouche, mais une citation très réaliste de la situation. Et pour discuter justement de cette question de guerre et de culture, en fait, ce qu'on a eu récemment en Syrie, on a eu en fait un petit avant-goût de ce que pourrait être une renaissance économique et culturelle. Donc nous sommes dans un contexte évidemment où les États-Unis et l'Angleterre continuent de faire de grandes déclarations, des provocations contre la Russie et la Chine, donc en provenance de la Maison-Blanche et de certains alliés de l'OTAN. Donc il y a ce discours haineux, il y a un discours de provocation. Et pendant ces déclarations impériales d'attaque et d'envahissement, en fait, on a eu dans la ville de Palmyra, en Syrie, donc une ville qui est reconnue pour en fait ses artefacts historiques, pour ses monuments de l'ancienne Syrie. Aujourd'hui, plus particulièrement, on a parlé de la ville de Palmyra parce que c'est en fait une des bases du groupe terroriste État islamique. Et c'est en fait dans cette ville-là, dans un théâtre dans la ville de Palmyra, donc un théâtre qui est vieux de plusieurs centaines d'années, c'est là où État islamique ont orchestré les exécutions. Donc toutes les exécutions, les tortures ont été faites dans ce théâtre. Donc ce que les Russes et le gouvernement syrien ont arrangé, c'est d'avoir justement un concert de musique classique dans ce théâtre-là. Donc, et le concert était mené par Valery Gergiev, qui est un grand chef d'orchestre russe et qui en fait dirigeait le Russian Mariinsky Theater Orchestra, qui ont joué des compositions de Bach et de compositeurs russes. Donc c'était en fait un concert plus que symbolique. C'était vraiment l'idée de relancer une culture d'optimisme dans la région. Évidemment, un optimisme nécessaire, mais aussi un optimisme envers, pas simplement le Proche-Orient, mais envers l'humanité en soi. Et c'est là l'importance de la musique classique, de la musique de gens comme Beethoven, Mozart, Schumann, Schubert, etc. Des gens qui composent en fait de manière universelle.
Donc, ce concert-là, évidemment, on a eu une audience très variée de soldats, d'habitants de la ville de Palmyra. Et c'est aussi, il faut le souligner, ce concert-là se déroulait dans un contexte qui est encore très dangereux. Évidemment, le combat, les combats continuent à l'extérieur de Palmyra. Donc, c'était évidemment quelque chose de risqué, mais quelque chose de nécessaire pour renvoyer l'idée justement que les êtres humains ne vont pas céder à la terreur et au barbarisme. Donc, État islamique qui représente en fait une forme de barbarisme on a vu des choses similaires dans l'histoire avec le nazisme, les envahisseurs mongols de Genghis Khan, etc. Et en fait, on voulait donner un signal très fort de dire l'humanité ne s'agenouillera pas devant le barbarisme, la terreur et aussi l'impérialisme, évidemment. Comme on va le discuter tantôt, il faut toujours, si on veut arrêter le terrorisme, il faut toujours retourner en fait à qui appuie, qui finance et qui promeut le terrorisme. Donc, c'est pas juste le soldat islamiste disjoncté qu'il faut arrêter, mais c'est avant tout les créateurs de ce terrorisme. Donc, ce concert-là était aussi a été donné en l'honneur de 2 personnes. Donc, la première personne était donc le docteur Khaled Al-Assad. Monsieur Khaled Al-Assad est devenu célèbre récemment parce que c'est un archéologue syrien qui est celui qui s'occupait justement des ruines dans la ville de Palmyra, donc des ruines qui datent d'environ l'an 200 après Jésus-Christ. Et M. Al-Assad a refusé à État islamique de leur donner accès à certaines statues et autres reliques de la région. Et pour cette raison-là, M. Al-Assad a été torturé et on lui a coupé la tête par la suite. Donc une personne d'un grand courage. Et l'autre personne, c'était en fait un officier des forces spéciales russes qui a été tué à la mi-mars de cette année en Syrie. Cet officier-là, dont je n'ai pas le nom, en fait avait appelé à ce qu'il y en ait fait un bombardement aérien, soit orchestré, dans une certaine location où lui-même se trouvait. Donc il a risqué, en fait, il a donné sa vie pour justement gagner une bataille importante dans la région de Palmyra. Donc un homme évidemment de courage et qui a évidemment un geste très généreux pour en fait gagner la bataille contre le terrorisme. Donc ces 2 personnes-là, le discours a été donné en leur mémoire. Donc le programme, on a eu du Jean-Sébastien Bach, on a eu 2 compositeurs russes modernes dont on a joué les compositions. Donc le premier étant nommé Rodion Tchétchedrin. Donc on a joué des extraits de ces opéras intitulés en anglais Not by Love Alone. Donc en français, pas simplement grâce à l'amour. Et l'autre compositeur était Sergei Prokofiev, qui lui est un compositeur du début du 20e siècle. Donc on a joué, une pièce de sa première symphonie, qui est connue comme étant la symphonie classique. Donc, un très beau discours, et le discours est disponible sur YouTube. Vous pouvez voir le lien sous l'image de notre vidéo sur la page YouTube. Aussi, on a eu, avant le discours, avant le concert, on a eu un discours du président russe et aussi du chef d'orchestre Valéry Gergiev, donc M. Poutine, qui disait en fait que ce concert était un signe de notre gratitude, de notre souvenir et de notre espoir. Il faut voir cela comme étant justement le souvenir de toutes les victimes de la terreur, peu importe l'endroit et la période, donc les victimes de crimes contre l'humanité
Et bien sûr, quand on parle d'espoir, on parle pas simplement de faire revivre la ville de Palmyra comme étant justement en fait un cadeau culturel à l'humanité, mais il faut penser en fait à toute l'humanité au complet, à la civilisation moderne et aussi à notre bataille justement contre le terrorisme international. M. Poutine continue en disant « Les actions d'aujourd'hui sont des actions dangereuses », en parlant du concert qui est dans une situation de guerre toujours. Donc le pays est toujours en guerre en Syrie. Donc il faut justement beaucoup de courage et beaucoup de force personnelle pour mener à bien ce concert. Et M. Gergiev a suivi par la suite en disant justement nous protestons contre les barbares qui ont détruit des monuments magnifiques de la culture mondiale. Nous protestons contre les exécutions de citoyens syriens qui ont lieu dans ce théâtre, en faisant référence justement à ce qu'on disait au début, à la torture et les exécutions menées par État islamique dans le théâtre même de la ville de Palmyra. Donc là, ce qu'on va parler maintenant, on va parler en fait d'une entrevue que M. Jeff Steinberg de Executive Intelligence Review a donnée avec, a interviewé le sénateur de l'État de la Virginie, donc ce qu'on appelle un state senator, donc un sénateur d'État dans l'État de la Virginie, un dénommé Richard Black, qui est quelqu'un avec un grand passé militaire, qui lui a passé une semaine en Syrie et a visité la ville de Palmyra environ une semaine avant le concert, concert classique mené par le conducteur, le chef d'orchestre russe. Donc il est allé en Syrie, au Liban, et il a visité la ville de Homs, Damas et Palmyra. Donc ce que M. Steinberg avait à dire là-dessus, et encore là, si vous regardez au-dessous du vidéo YouTube, vous allez voir le lien pour cette entrevue en anglais. Donc, M. Steinberg rappelle certains faits, donc en disant que M. Black était au Liban et en Syrie, en fait, juste un peu avant la semaine de Pâques. Et en fait, un des points saillants de son visage, comme il l'a décrit lui-même dans l'entrevue qu'il a donnée, ça a été justement sa visite à Palmyra. Une visite en fait qui a demandé un très grand effort de sécurité pour pouvoir acheminer M. Black dans cette région-là. En fait, une région où il y a en fait, le sol est couvert encore aujourd'hui de mines et donc il fallait des hélicoptères, des avions. C'était vraiment très difficile. Mais M. Black était un représentant du gouvernement américain, donc il était là pour discuter sérieusement de solutions. Il n'était pas là pour une petite visite touristique ou pour aller simplement répéter les discours d'Obama qui veut absolument que le président Assad soit renversé, etc. Il était là pour discuter des vraies choses. Et une des rencontres qu'il a eues, c'est qu'il a rencontré le fils de l'archéologue dont on a parlé au début, le docteur Al-Assad, qui est mort là, en défendant des artefacts contre les terroristes. Donc M. Black a rencontré le fils de cet archéologue. Et ce qu'il a dit à ce jeune homme, il a dit que en fait, dans 1000 ans d'ici, les gens vont encore visiter la ville de Palmyra pour justement ces artefacts et ces ruines et ces monuments. Mais aussi dans 1000 ans, les gens vont se rappeler de ce que cet archéologue, M. Dr. Al-Assad, a fait et son courage pour défendre ces artefacts. Donc un discours vraiment, une situation remplie d'espoir et aussi une citation très véridique, très solide, pour vraiment démontrer en fait l'importance pour l'espèce humaine de connaître sa culture et son histoire. Donc il ne s'agit pas là d'une simple région touristique pour ramasser des fonds pour payer les services de l'État. Il s'agit en fait de souvenirs très importants de l'histoire, pas simplement du Proche-Orient, mais de l'histoire du développement de la civilisation
mondiale. Donc toujours, évidemment, toujours en série, la bataille a lieu entre en fait les forces du gouvernement syrien et les différents terroristes, des terroristes qui se font passer pour une espèce d'opposition légitime, mais en fait c'est le même problème où la Syrie est dans un conflit civil de tous les côtés. Monsieur Larouche et d'autres personnes ont fait beaucoup d'allusions à la situation actuelle, en fait pas des allusions, mais, pardon, mais des comparaisons entre en fait, ce qui se passe aujourd'hui en Syrie et la Première Guerre mondiale. Donc on se rappelle, en fait plusieurs personnes se rappellent que la Première Guerre mondiale avait commencé en 1914, après que un des dirigeants de la région de la Yougoslavie a été assassiné. Donc on appelle ça la tuerie de Sarajevo. Cependant, la Première Guerre mondiale avait déjà commencé avant ça. En fait, elle avait commencé 24 ans avant, avec le renvoi en Allemagne du chancelier Bismarck. Donc c'est à ce moment, en fait, où l'Allemagne est devenue, en fait, s'est dirigée vers une politique beaucoup plus impériale, et l'assassinat à Sarajevo a simplement servi de prétexte. Et aujourd'hui, quand on regarde la situation, on regarde l'étalement militaire américain et de l'OTAN à travers la Syrie, l'Irak, la Libye, l'Afghanistan et aussi en Asie, dans la mer de Chine. Et en fait, on voit qu'il y a plein de prétextes qui pourront être utilisés pour démarrer une guerre, pas simplement une guerre de pétrole, mais vraiment une guerre impériale, une guerre de non-retour entre les États-Unis d'un côté, avec l'Angleterre et l'OTAN, et de l'autre, la Russie et la Chine. Évidemment, une guerre que personne ne peut gagner, mais il y a toujours quelques détraqués mentaux qui pensent pouvoir gagner une guerre nucléaire. Si vous ne me croyez pas, vous pouvez lire Edgar Allan Poe. Il a écrit une belle histoire là-dessus. The Mask of the Red Death, donc le masque de la mort rouge, dans lequel justement des oligarches font la fête dans un château pendant que la peste envahit le village, et ces oligarches se pensent à l'abri de la peste parce qu'ils sont plus élevés, parce qu'ils sont des oligarches après tout. Les pestes, ça emporte les faibles, pas les oligarches. Et évidemment, la mort rouge prend toutes les vies dans ce château. Parce qu'évidemment, on ne peut pas se sauver de la réalité. On peut rêver, on peut divaguer, cependant la réalité nous rattrape. Donc aujourd'hui, toute l'Eurasie est vraiment un territoire de guerre où tout peut faire sauter l'Eurasie au complet, que ce soit la Corée du Nord, l'Ukraine, la Syrie, etc. Donc les forces de l'OTAN continuent d'accroître leur présence autour de la frontière russe, dans les Baltiques, en Ukraine, en Pologne, récemment aussi en Lituanie. Donc des nations comme la Pologne et la Lituanie qui veulent en fait avoir un système de défense antimissile sur leur territoire, donc tout près de la frontière russe. Évidemment, les Russes ne peuvent pas rester immobiles avec pareille menace. Et aussi le territoire de guerre dans l'océan Pacifique, donc dans la mer de Chine, avec le positionnement de systèmes de défense antimissile en Corée du Sud, supposément pour protéger les gens là-bas de la Corée du Nord. La Corée du Nord a de la difficulté à envoyer un missile dans les airs. Je ne vois pas en quoi ils sont vraiment une menace. Peut-être que le dirigeant est un peu fou, mais on est loin d'avoir une puissance de destruction palpable. Cependant, la Chine en a une, et les Chinois ne sont pas naïfs. Ils voient très bien qu'il y a un jeu qui se joue aux États-Unis où on tente de provoquer quelque chose dans la mer de Chine. La Chine et la Russie vont en fait, ils viennent tout juste d'annoncer qu'ils vont organiser des opérations d'exercices militaires conjoints, des exercices visant
en fait, on simule une attaque par missile, donc un exercice de défense antimissile. Donc on voit que ces gens-là prennent très au sérieux la présence de l'OTAN partout autour de leurs frontières, de leurs côtes. Donc évidemment, si on tourne à la Première Guerre mondiale, quand la Première Guerre mondiale a démarré, les quotidiens de l'époque n'ont pas écrit dans leurs journaux « La Première Guerre mondiale a commencé ». C'était un processus évolutif et évidemment, on s'est retrouvé après quelques jours, quelques semaines avec une guerre mondiale. Aujourd'hui, on est un peu dans la même situation. Donc, on ne sait pas où ça va commencer, mais ça peut commencer pratiquement n'importe où. Un simple prétexte pour, en fait, à ce qu'il y ait une guerre nucléaire. Quand on parle de guerre nucléaire, c'est la fin des haricots, comme on dit. Donc, cette idée du concert de musique classique à Palmyra, c'est dans ce contexte-là qu'il faut le voir. Donc, où on a une population qui se bat contre le terrorisme, qui se bat contre l'impérialisme, mais pas simplement de manière militaire ou de manière physique. Il faut une bataille de l'esprit, une bataille de l'âme contre la barbarie, contre les mensonges et contre les injustices. Donc, malgré le fait que la Syrie est encore une zone de guerre, ce concert-là a eu lieu. Et c'est ce type d'intervention qui peut donner justement l'espoir nécessaire aux gens de continuer à se battre et en fait à gagner. Donc le concert se veut une idée très concrète, en fait une déclaration très forte contre l'idée de génocide, contre l'idée de terrorisme financé par l'Arabie Saoudite, protégé par les Britanniques, et que cette politique de déstabilisation-là est inacceptable et intolérable et qu'il faut s'en débarrasser le plus vite possible. M. Larouche, dans ses commentaires, a voulu rajouter le fait que le secrétaire d'État américain John Kerry, quelqu'un qui récemment semblait se diriger dans la bonne direction, en ayant plusieurs discussions avec la Russie pour parler du processus de paix en Syrie et d'organiser un processus de paix dans cette région-là. Cependant, récemment, a changé son fusil d'épaule de manière très radicale en demandant dans une déclaration faite cette semaine à ce que le président Assad quitte son poste d'ici le mois d'août. Sinon, il allait avoir des répercussions. Et donc, M. Larouche a dit « M. Kerry est devenu en fait, est redevenu le petit chien de garde d'Obama, un esclave loyal à Obama et à ses contrôleurs britanniques, similairement à Hillary Clinton, alors qu'elle-même était secrétaire d'État, où elle a en fait détruit sa propre carrière politique en appuyant les politiques meurtrières de l'Empire britannique et de Obama. Donc cependant, il ne faut pas perdre de vue les grandes questions, les questions qui sont les plus importantes. Parce que quand on parle de terrorisme, quand on parle d'État islamique ou du terrorisme international, on ne peut pas simplement parler des soldats qui sont sur les soldats qui sont sur le terrain ou l'espèce de rhétorique, de propagande religieuse, propagande philosophique pour promouvoir ce terrorisme-là. En fait, un terrorisme qui déstabilise les pays et qui vise en fait à détruire les pays. La vraie question qu'il faut se poser, c'est d'où vient ce terrorisme-là? Et le mouvement Larouche a fait beaucoup de travail là-dessus. Évidemment, le terrorisme ne date pas de 2001, avec le 11 septembre de Ben Laden. Ça date en fait, de plusieurs décennies avant cela. Et en fait, la source de ce terrorisme global, on ne parle pas simplement ici du terrorisme islamiste, mais du terrorisme, que ce soit le narco-terrorisme, par exemple, en Amérique latine, ou le terrorisme islamique, que ce terrorisme global nous provient en fait de Londres, en Angleterre. Et que c'est vraiment là où on a vu germer en fait cette idée d'appuyer et de financer des groupes qui mènent une guerre irrégulière aux nations de l'Eurasie,
Donc on parle évidemment ici là, d'une empire britannique qui n'a pas disparu, loin de là. Elle est toujours très active. Cependant, elle ne fait pas la guerre directement au pays, mais elle utilise le vieil adage de diviser pour régner. Et l'expression moderne de ce dicton, c'est le terrorisme islamiste. L'Arabie saoudite est évidemment un joueur dans cette politique de déstabilisation-là. On se rappelle, dans les années 80, le fameux contrat Al-Yamama, un contrat entre le gouvernement britannique et l'Arabie saoudite, un contrat qui visait l'échange de jets, d'avions de chasse britanniques contre du pétrole, beaucoup de pétrole, et avec Mme Margaret Thatcher, qui était la première ministre de l'Angleterre à l'époque, de la Grande-Bretagne, et le prince Bandar bin Sultan de l'Arabie saoudite. On a eu la création en fait d'un fonds d'argent secret qui a permis le financement du terrorisme à travers les âges à ce moment-là. Évidemment, on parle de plusieurs milliards de dollars injectés dans le terrorisme chaque année. Et c'est pour ça qu'il faut regarder Londres. Il faut regarder cet empire qui vise la destruction du concept même de nation. Donc, on a l'islamo-terrorisme au Proche-Orient et en Europe. On a le narcoterrorisme en Amérique latine. On a différentes formes d'anarchisme ou de mouvements d'extrême droite en Europe ou dans les Amériques. Tout ça cherche une seule et même chose, à détruire les nations. Et c'est en fait ce que la finance de Wall Street et de la City de Londres tentent de faire de même. Donc, la meilleure manière de défendre une nation, c'est justement d'aller chercher, et de trouver et de punir les gens qui font la promotion de ces idées anti-nation, anti-humaines, peu importe la couleur de leur discours. Il faut regarder justement qui veut un avenir et qui en fait est sérieux à propos du développement de l'espèce humaine et qui veut en fait bloquer ce développement-là de différentes manières que ce soit. Donc il faut retourner justement à la source du terrorisme, à la source de l'impérialisme, et aujourd'hui c'est toujours l'Empire britannique, c'est la monarchie britannique, c'est la finance britannique, Wall Street qui est une extension de la City de Londres, et les États-Unis aujourd'hui qui jouent le rôle du pantin britannique. Et ça, on le voit avec, en fait, pas simplement avec Obama, mais aussi avec les politiques de George Bush Jr. auparavant. Donc, on tente d'amener les États-Unis non seulement à détruire les autres pays, mais à se détruire aussi elles-mêmes. En fait, à renier les principes de la Constitution américaine, qui est la Constitution qui a permis le développement industriel et le développement des États-Unis à travers le temps. Et aujourd'hui, on est vraiment à l'encontre de tout ça. Donc, quand on parle de l'Empire britannique, on parle aussi de la finance, on parle des paradis fiscaux. On en a entendu parler récemment avec les fameux Panama Papers. Donc, il faut exposer ces centres financiers et les mettre en faillite si nécessaire. Donc, il faut réorganiser tout le système financier dans lequel on se trouve et justement articuler une approche commune entre les États-Unis, la Russie, la Chine, l'Inde, qui sont en fait les quatre grandes nations qui mènent le monde maintenant et qui ont aussi le plus de potentiel, évidemment, la Chine et l'Inde avec une très grande population et aussi une vaste croissance économique qui a lieu depuis déjà quelques années et qu'il faut organiser justement une politique commune contre cette menace terroriste anglo-saoudienne, donc un terrorisme autant militaire que financier. Et qu'il faut par la suite discuter justement des moyens à utiliser pour faire de cette nouvelle paix quelque chose de durable. Donc comment amener les gens en fait à quitter le terrorisme
et en fait à s'instruire, à se développer pour l'avenir. Et c'est là où la politique chinoise de la route de la soie doit nous venir à l'esprit. Donc une politique gagnant-gagnant pour le développement de l'Eurasie et évidemment de tous les autres continents en même temps. La Chine qui est le meneur maintenant dans cette politique où la Chine voyage partout à travers le monde pour créer ces grands projets de développement, pour créer une espèce de grand réseau d'infrastructures, une coopération par rapport au développement scientifique et technologique et justement façonner un avenir pour la planète au complet. Ce qui amène justement des gens aux États-Unis ou en Angleterre à promouvoir la guerre de plus en plus pour empêcher ce développement autour de la nouvelle route de la soie. Et évidemment, permettre aussi de résoudre le problème au Proche-Orient et en Europe maintenant avec la crise migratoire. Donc une crise évidemment où une Europe économiquement déchue tente tant bien que mal d'accueillir des centaines de milliers, voire des millions de réfugiés à chaque année. Donc, on est incapable d'insérer ces gens-là dans l'économie parce qu'il n'y a pas d'emploi. C'est très dur et on n'a pas d'argent. Donc, l'Europe, en fait, l'Union européenne n'existe pas. On a une Europe qui est complètement désunie. On a une union des banques européennes peut-être, mais c'est tout. Et donc, on a une crise qui se crée. On a des mouvements d'extrême droite à la Donald Trump qui aussi gagne de plus en plus d'appui en Allemagne ou en France, par exemple. Donc, il faut en fait créer une politique où on peut relancer le développement économique en Europe et aussi évidemment dans les pays d'où les gens fuient. Donc en Syrie, en Libye, en fait tout le nord de l'Afrique. Donc de recréer une économie solide dans ces régions-là avant qu'il ne soit trop tard. Il faut se rappeler justement, M. Larouche, dès les années 70, parlait de grands projets de développement pour le Proche-Orient, avec le programme du plan Oasis, par exemple, qui visait l'accroissement d'eau potable de plus de 40% dans la région de l'Égypte jusqu'au nord de la Syrie. Des projets qui auraient pu être mis en place dans les années 90 avec les fameux accords d'Oslo qui visaient une paix entre Israël et la Palestine et la création d'un État palestinien. Donc en 1993 plus précisément. Et à ce moment-là, M. Larouche disait « Vite, allez chercher les pelles, allez chercher les tracteurs. Il faut commencer à construire tout de suite ces projets de développement nécessaires pour le bien-être de la population. Il faut reconstruire la Cisjordanie, il faut reconstruire Gaza. Et malheureusement, rien n'a été fait. Et on a eu la destruction du processus de paix avec la mort de Yitzhak Rabin, l'ancien premier ministre d'Israël. Et aujourd'hui, on a la tyrannie saoudienne et on a aussi le président Erdogan de la Turquie qui tente de son côté d'établir une dictature en Turquie, fait en fait des menaces à l'Europe, en fait en train d'extirper des milliards de dollars à l'Europe sous la menace d'envoyer plus de réfugiés en Europe qui sont stationnés là, en Turquie. Et évidemment, la Turquie qui aide logistiquement et financièrement les groupes d'État islamique. Donc, un pays à oublier pour l'instant. Cependant, la situation demeure la même, c'est-à-dire qu'il faut une politique globale de développement. Il faut une coalition entre les pays pour ce développement-là. Et c'est la seule manière qu'on peut vraiment gagner contre le terrorisme ou contre l'impérialisme en soi, c'est de vraiment rehausser la qualité de vie des gens. Et dans cette bataille contre l'impérialisme, on a depuis quelques semaines une bataille aux États-Unis pour exposer 28 pages d'un rapport du 11 septembre qui a été terminé en 2003. Donc 28 pages qui traitent du rôle de l'Arabie saoudite
dans le 11 septembre 2001, les attentats là, à New York et à Washington. Évidemment, ce qu'on a eu récemment, on a eu en fait, beaucoup de pression qui est venue de plusieurs politiciens, dont l'ancien sénateur américain Bob Graham, le mouvement Larouche évidemment, et aussi un documentaire fait par l'émission de télévision 60 Minutes aux États-Unis, sur la chaîne CBS, qui traite justement de ces 28 pages et en fait de l'exportation par l'Arabie Saoudite du terrorisme et de leur faction religieuse qui est le wahhabisme. Récemment, beaucoup de pressions ont été faites sur l'administration Obama. Obama qui avait dit en 2008 qu'il exposerait ces 28 pages-là. Il avait promis ça aux familles des victimes du 11 septembre 2001. Donc récemment, à l'émission Meet the Press, le directeur de la CIA, John Brennan, a dit au peuple américain, oubliez ça, les 28 pages, ça ne sert à rien. Ce ne sont que des morceaux de renseignements non digérés, comme il l'a dit lui-même. Et en fait, ce qui va à l'encontre de ce que l'ancien sénateur Bob Graham disait, c'est que non, au contraire, ces 28 pages-là ont des informations très précises et que c'est pour ça qu'il faut révéler pour vraiment aller chercher la vérité dans ce sujet-là et faire les changements appropriés par la suite. Donc l'exposition de ces 28 pages-là est vraiment un geste très stratégique qui pourrait avoir lieu grâce aux États-Unis et qui pourrait justement amener les États-Unis vers une coopération avec Vladimir Poutine et la Russie dans une bataille, dans un flanc contre le terrorisme international. Il faut garder en tête aussi que Vladimir Poutine, et ça M. Larouche a mis beaucoup l'accent là-dessus, Vladimir Poutine sait ce qu'il fait d'un point de vue militaire. C'est quelqu'un qui a une très grande connaissance stratégique. C'est quelqu'un qui, dès ses premiers jours en politique, donc alors qu'il était premier ministre sous Boris Yeltsin et par la suite comme président, M. Vladimir Poutine qui s'est occupé là, de la fameuse deuxième guerre tchétchène, donc contre les terroristes de la Tchétchénie. Donc c'est quelqu'un qui a une approche très stratégique et qui connaît la situation. M. Larouche, déjà en 1999, avait produit un court vidéo intitulé Tempête au-dessus de l'Asie, dans lequel il a justement démontré que la tactique britannique géopolitique à ce moment-là était de détruire la Russie. La Russie qui venait de perdre son système communiste et qui s'est retrouvée en fait s'est retrouvée victime d'un pillage total d'un point de vue économique. La Russie qui en fait qui était victime d'un génocide à ce moment-là. Et aujourd'hui, la Russie tente tant bien que mal de se relever et réussit à plusieurs égards. Cependant, la Russie demeure un ennemi pour la géopolitique britannique. Et c'est ça qu'il faut vraiment comprendre quand on regarde la Russie. Il ne s'agit pas ici de... Enfin, on voit dans les médias canadiens ou autres beaucoup de diffamations contre Vladimir Poutine, mais le fait est que toutes ces diffamations-là ne parlent jamais de la véritable stratégie, de la véritable situation générale en Eurasie. Donc cette déstabilisation continuelle contre la Russie et contre la Chine. Donc ça, c'est un point très important. Et aujourd'hui, la Russie, la Chine avec l'Inde, en fait, représentent l'espoir pour le reste de l'humanité, grâce à la politique de la route de la soie. Donc, ce qui a été dit par le directeur de la CIA, c'était très direct et c'était en fait une grande insulte contre la population américaine qui veut connaître la vérité sur ce sujet-là. Évidemment, la CIA va continuer de protéger Obama, de mentir sur le sujet, sans compter aussi, évidemment, le FBI qui est là pour faire de la propagande aux États-Unis, garder les gens silencieux, en fait, et aussi apeurés.
En fait, on a entendu plusieurs choses dans les nouvelles aux États-Unis par rapport aux 28 pages. Mais en fait, même l'administration Obama, à un certain point, disait ne vous inquiétez pas, on est à quelques mois d'exposer ces 28 pages-là, on va juste regarder quelques trucs ici et là. Et finalement, ben, il y a eu un changement de décision. On a dit non, on n'expose pas ça. C'était en fait l'attaché de presse du président Obama, un dénommé Josh Earnest, qui disait ça à justement une entrevue télévisée, comme quoi l'administration Obama avait changé son fusil d'épaule, que ce qu'il y avait dans les 28 pages était simplement des pistes très vagues, mais en fait la réalité est tout autre. Et on pourrait faire aussi un parallèle avec l'histoire américaine, parce que l'exposition de ces 28 pages-là, on peut en fait faire un lien avec la même situation américaine, mais à l'époque de la guerre du Vietnam, où on a eu le sénateur de l'époque, un sénateur dénommé Mike Gravel, qui lui avait exposé un document qui s'appelait les Pentagon Papers. Et ce dossier du Pentagone traitait en fait de la guerre du Vietnam et à quel point la guerre du Vietnam était un échec total. Donc M. Gravel, en exposant ces documents-là, a permis en fait de graduellement mettre un terme à cette guerre inutile et dévastatrice, autant pour le Vietnam que pour les États-Unis à l'époque. Et aujourd'hui, ben, en fait, on espère que la même chose va se produire par rapport aux 28 pages, qu'on va pouvoir exposer la vérité et ainsi créer les conditions visant à détruire le terrorisme, détruire leurs sponsors, donc l'Empire britannique avec l'extension saoudienne, et pouvoir créer les conditions pour la paix. Et j'aimerais conclure là-dessus, évidemment, en vous parlant, enfin, on peut commencer par retourner à ce fameux concert de musique classique à Palmyra. Il faut se demander quel genre d'esprit, quel genre de mentalité a-t-on besoin pour vraiment créer une situation de paix et de développement. Parce qu'une paix, la paix, il faut créer cette paix-là. On ne va jamais avoir de paix dans le monde si les gens considèrent que faire la paix dans le monde, c'est simplement d'être gentil soi-même. On rencontre beaucoup de gens qui ont cette vision très très immature du rôle qu'ils ont à jouer pour en fait créer la paix sur la planète Terre, qui est un long processus, mais qui peut se produire très rapidement si on s'y met. Et donc, le concert qui a eu lieu donne un peu le ton aux prochaines actions qui doivent être menées pour mettre un terme à cette crise économique, cette montée du fascisme et de l'extrémisme dans le monde, et évidemment aussi cette pauvreté qui vient avec tout ça, une pauvreté physique, mais aussi une pauvreté de l'esprit. Donc, et c'est là où la politique de Larouche, la politique de paix par le développement, doit être mise au centre de nos préoccupations. C'était exactement cette idée qui était défendue par le président américain Franklin Roosevelt, donc avant et après la Deuxième Guerre mondiale. C'est ce que notre mouvement a défendu depuis déjà plusieurs décennies, donc en fait depuis les débuts des années 90, avec notre projet de pont terrestre eurasiatique, le projet du triangle productif Paris-Berlin-Vienne, et c'est la politique défendue par la Chine aujourd'hui. Donc cette politique de développement gagnant-gagnant. Donc où chaque nation doit en fait gagner quelque chose. Il faut se débarrasser de cette idée de nation qui va gruger une autre nation pour être capable de bien vivre. L'être humain n'a pas à faire cela. En fait, plus l'être humain agit de manière impériale et plus il détruit son propre avenir, qu'il soit riche ou pauvre. Donc, c'est important de mettre un terme à cette politique de l'intérêt personnel ou de l'intérêt national à l'encontre de l'intérêt d'une autre nation, d'un autre peuple. Donc, c'est cette idée qu'il faut ramener, une idée qui n'est pas jeune, c'est une idée en fait qui date
plusieurs centaines d'années, cette idée par exemple de la première route de la soie, où les êtres humains, malgré leurs cultures différentes, arrivaient à échanger des idées, à échanger des biens, des technologies, afin d'améliorer les pays, en fait les nouveaux pays ou les nouvelles cultures que l'on rencontrait à ce moment sur la route de la soie. Donc évidemment, il n'y a pas de solution pragmatique à la crise actuelle. Il n'y a pas de simple sparadrap ou de pansement qu'on peut mettre sur la crise actuelle et dire voilà, nous avons résolu le problème. C'est une bataille de longue haleine et si on veut vraiment gagner cette bataille-là, il faut replonger dans l'histoire et aller chercher le meilleur de l'humanité. Et c'est ce que ce concert classique à Palmyra, en fait, je pense que c'est le meilleur symbole pour justement cette recherche du meilleur de l'humanité. Donc, voici la présentation pour cette semaine. Mon nom est Jean-Philippe Lebleu. Je vous dis à la semaine prochaine. Bonjour à tous, ici Jean-Philippe Lebleu du Comité pour la République du Canada. Voici la présentation pour la semaine du 9 mai 2016. Bonjour à tous, nos amis en Haïti, au Canada, en France, dans les autres pays francophones. Donc aujourd'hui, nous allons faire un retour sur la présentation donnée par le Comité d'action politique de Lyndon LaRouche, une présentation donnée le 6 mai 2016, donc vendredi dernier, menée par M. Matthew Ogden du mouvement politique de LaRouche et de Jeffrey Steinberg, qui est un des éditeurs principaux du magazine Executive Intelligence Review, lui aussi un membre de l'équipe du mouvement LaRouche aux États-Unis. Donc, ce qui a précédé le webcast, certains de nos membres aux États-Unis ont eu des discussions avec M. LaRouche et son épouse, Mme Helga Tsep-LaRouche, qui continue de faire plusieurs voyages à travers le monde pour faire la promotion de la nouvelle route de la soie, donc de la politique de développement économique promue par le mouvement LaRouche depuis déjà plusieurs décennies. Récemment, M. LaRouche, à cause de la situation, et aussi évidemment, un des sujets très importants qu'il faut amener, c'est le danger de guerre mondiale qui aujourd'hui frappe à nos portes. Aujourd'hui, la présentation est donnée le 8 mai, donc aujourd'hui, dimanche, à Montréal, on a eu en fait une manifestation organisée par la communauté arménienne qui soulignait évidemment le génocide arménien. Il y a eu plusieurs invités, on a environ peut-être 500 personnes qui sont venues à ce défilé-là et le mouvement LaRouche à Montréal était présent. Et donc évidemment, il s'agissait de souligner un génocide horrible et en fait souligner tous les génocides et toutes les guerres qui ont eu lieu dans le passé de l'humanité et de tenter de donner un message d'espoir pour le futur. Parce qu'évidemment, on ne peut pas retourner en arrière et tout résoudre, mais on peut en fait créer un avenir meilleur pour les prochaines générations. Donc, M. LaRouche avait cependant des mots très crus concernant la situation mondiale actuelle. Il a dit, je cite, il dit, nous ne sommes pas au bord de la Troisième Guerre mondiale, nous sommes en plein milieu. La guerre est déjà ici, et si nous ne l'arrêtons pas, la civilisation risque de disparaître. Civilization will no longer exist, en anglais, pour citer les mots. Donc, un animal qui vit dans la loi de la jungle et où les plus gros l'emportent, et on considère cela comme une loi. Donc aujourd'hui, dans la population, bien des gens veulent par exemple arrêter la guerre, veulent relancer l'économie et faire de belles choses, mais on a un pessimisme dans la culture qui en fait bloque les gens, les empêche d'agir et en fait les gens se découragent avant même d'avoir essayé quoi que ce soit. Et c'est pour ça que Mme Tsep-LaRouche, depuis très longtemps, elle pose la question à savoir, les gens à l'époque, les gens avant la guerre en Irak, donc vers la période de 2002 environ, les gens allaient dans la rue pour dénoncer la guerre en Irak et le danger que cela représentait, l'espèce de changement politique, le changement drastique de la politique américaine où, après le 11 septembre, on s'est lancé dans des guerres sempiternelles
vraiment des guerres impériales. Et Mme Zepp-Larouche pose la question, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui les gens ne sortent pas dans la rue alors qu'on a un danger de guerre nucléaire? Et c'est pour ça qu'il faut parler de la culture. En fait, qu'est-ce que les gens ont entre les deux oreilles qui les empêche d'agir? Donc, il ne s'agit pas ici simplement de blocage si vous êtes au Canada ou si vous êtes aux États-Unis. Vous n'allez pas trouver des soldats dans la rue qui vont vous empêcher d'être politique, vont vous empêcher de parler des choses importantes. Cependant, vous avez des gens qui vivent le moment présent, des gens qui vivent pour se distraire, des gens qui, en fait, ne veulent pas penser à l'avenir ou ne veulent pas penser à la réalité actuelle parce qu'elle est difficile à concevoir, elle est difficile à affronter. Donc, on a toute une culture du moment présent. Et en fait, ça peut sembler très romantique et une très belle idée de vivre le moment présent. Cependant, dans la réalité, ça peut mener à la destruction d'une civilisation tout entière. Si on oublie l'idée de façonner l'avenir et en fait de s'y préparer. D'où la raison, d'où la nécessité pour une société de toujours développer des nouvelles technologies, des nouvelles machines, des nouvelles idées, et appliquer ces idées-là pour améliorer la situation et permettre en fait aux générations du futur d'avoir une situation encore meilleure que celle qu'on a aujourd'hui. Donc une citation dure de M. Larouche, mais une citation très réaliste de la situation. Et pour discuter justement le mot exact, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Bien évidemment, ceux qui connaissent un peu le mouvement Larouche savent très bien que en fait, on fait une campagne maintenant depuis déjà plusieurs décennies, non pas simplement pour arrêter une guerre ou arrêter une crise économique, mais en fait pour empêcher un âge des ténèbres. Donc un âge sombre comme l'a connu l'Europe l'Europe du 15e siècle, où on a eu la peste noire, on a eu une crise économique sans précédent qui a tué en fait le tiers de la population de l'Europe. Ce dont M. Larouche parle et son épouse Mme Zepp-Larouche parlent de ce danger, en fait, que la civilisation même disparaisse. Donc, où on retourne à l'âge de pierre, où les grands avancements, les grandes avancées de la Renaissance italienne, de la Renaissance islamique, la Renaissance grecque, que ces avancées-là disparaissent. Et en fait, ce qui disparaît le plus rapidement, ce ne sont pas les infrastructures, les ponts, les autoroutes, ce ne sont pas les services sociaux, mais c'est en fait notre conception de l'humanité qui disparaît de petit à petit. Et à un certain point, comme on le voit beaucoup aujourd'hui, l'être humain n'est simplement considéré que comme un animal.